Bien, bonjour à tous. Désolé pour ce petit retard, mais en fait, je ne vous dis pas en pays caché zotaïen, on était en train d'enregistrer une super émission de gospel et de musique religieuse que vous verrez vendredi saint, donc après-demain, et ça a pris un petit peu de temps, qui fait que nous avons commencé en retard. Mais nous sommes là avec vous jusqu'à 14h, un petit peu plus que 14h, donc pas débranchés. On va recevoir dans un instant l'auteur de cet ouvrage que beaucoup de Guadeloupéens doivent avoir. Ça s'appelle Sentiment et éloquence dans le Goka. Il s'appelle Gino Sidson. Il est avec nous. Il est d'origine africaine. Il est un Africain, mais il travaille à Six Musique en nous. Et en plus, il avait sorti un album aussi, Gino Sidson. On va en parler puisqu'il a fait des recherches fondamentales sur ça. D'ailleurs, je profite pour remercier notre ami David, puisque c'est David Angerville qui le premier m'avait parlé de cet ouvrage que j'ai et qui est intéressant. On va recevoir aussi Karine Bayeux, psychologue clinicien tout à l'heure. Elle nous parlera un petit peu d'une problématique qui les concerne. Ensuite, on reviendra avec Solène Balaguette, juriste du Centre Caro. On fera le bilan avec elle. Et on va terminer avec Noémie Milne, la chronique Je dépose ça là. Et on fera un petit point sur, justement, le cyberharcèlement. C'est des choses qui existent malheureusement. Sinon, l'actualité, c'était la plénière du conseil départemental, une interview de Losbar, le président du conseil départemental, c'est Charlie Dagonia qui s'y est collé. Conférence à Pointe-à-Pitre sur le désenclavement numérique. C'est très important aujourd'hui, surtout après cette pandémie, de pouvoir un petit peu être connecté, et malheureusement et heureusement, mais c'est important, on va en parler tout à l'heure. Cyclisme, il y a un petit conflit entre les clubs et le comité sur les coureurs étrangers. Ont-ils la possibilité de continuer à courir en Guadeloupe comme avant? Semble-t-il, la Ligue de cyclisme, la Fédération de cyclistes n'est pas tout à fait d'accord. Il y a un désaccord. Nous sommes à la veille du Tour de la Guadeloupe, puisqu'on parle déjà du Tour. On fait un petit point sur ça et puis on reviendra sur la grève à la Poste, la reprise des négociations. C'est important puisque depuis le mois de décembre, les grévistes du Nord Grande Terre, je parlais de Port-Orleans, Bertrand Petit Canal, de la Poste, sont en grève. Les facteurs, ils ne sont pas contents de leurs conditions de travail, mais les négociations semblent vouloir reprendre. Est-ce que les Guadeloupéens, les citoyens qui sont là-bas pourront avoir leur courrier normalement à partir de bientôt, si les négociations aboutissent, bien sûr. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous en direct de la radio aussi, des radios RHT, CFM. Et puis le proverbe du jour, comme tous les jours, bons amis et pichiens, canari citable. L'amitié n'interdit pas d'être vigilant. La confiance a ses limites. J'ai encore répété, bons amis et pichiens, canari citable, proverbe du livre de Didier Manette, 365 proverbes à créole Guadeloupe. Voilà. Eh bien, on va rester dans le domaine de la Guadeloupe, puisque nous avons parlé de sentiment et éloquence. Alors, c'est quelque chose qu'on entendait autrefois, souvent. Sentiment kassaye sentiment éloquence kassaye éloquence, monde qui aime tambour connaît ça, mais c'est monde qui pas connaît tambour, mais il faut ni à regarder dans le livre là ça. Je vous le rappelle, sentiment éloquence dans le Goka, deux esthétiques musicales inhérentes à l'histoire de la Guadeloupe. Gino Sidson, bonjour, merci d'être avec nous et merci aussi surtout d'avoir fait ce travail de recherche important sur notre musique. Et j'ai envie de vous demander comme ça au début, qu'est-ce qui vous a poussé dans cette direction? Extraordinaire, parce que c'est juste une passion, en tout cas, qui m'obsède depuis des années, en tout cas, et aussi essentiellement parce que cette musique est fantastique, elle est très sophistiquée, très complexe. Comme j'aime bien essayer des choses complexes, je me suis jeté à l'eau, j'ai dit, bon, tiens, je vais essayer d'explorer, de voir aussi scientifiquement ce qu'elle signifie, cette musique-là. Oui. Parce que, en gros, l'ouvrage, c'est autour de la sémiologie musicale, tout à fait. Même s'il y a des imbrications historiques. Oui, il y a un bon petit travail historique quand même qui est fait sur l'origine. Voilà, j'ai même été étonné, étonné, c'est le mot est grand, mais en fait, sur l'origine du terme Goka, il y a eu plusieurs explications. On disait sur le Gokar, on parlait des tambours, et après il y avait le Ngo, qui venait aussi de l'Afrique, du Congo, je crois. Oui, Congo, Centrafrique. Et le Ka. Alors il y a le cas dans l'Égypte aussi, qui veut dire aussi, c'est l'âme aussi. Alors c'est dire que toute la symbolique même de cette musique, le Goka, tel qu'il est. Alors, je sais que vous avez aussi travaillé sur le boulaguel. Oui. Alors, en fait, vous avez pris pratiquement tout le champ, j'ai envie de dire, de la recherche de notre musique. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur le boulaguel, avant qu'on parle de sentiment et éloquence? Le boulaguel, c'est une pratique extraordinaire qui est unique à la Guadeloupe. En fait, c'est une transposition pour ma part des instruments percussifs, de la percussion à la voix. Mais non seulement ça, il y a un souci d'harmonie
dans le jeu de boule à gueule, en fait. C'est-à-dire que, comme expliquait René Geoffroy, qui est un grand ami que je salue d'ailleurs aujourd'hui, et qui m'a beaucoup aidé dans ce travail et qui m'a beaucoup appris, avec qui j'ai travaillé d'ailleurs. J'ai enregistré l'album Tayo avec eux, j'ai fait quelques morceaux dans cet album-là. C'est surtout la quête de l'harmonie aussi. Des sons, c'est pas juste des rythmiques vocales. Il m'expliquait que non, il y a un sens de l'harmonie. Parce qu'en fait, ils appellent ça banjo-guitare. Le banjo-guitare, qui nous rappelle le banjo, dont l'ancêtre est banza, qui est un instrument Congo, tout à fait. Qui se joue avec 4 cordes, et dont il y a l'idée d'harmonie, même si c'est de la percussion. Et c'est ça qui est fascinant, en tout cas, dans cette pratique-là, qui est unique au pays. Alors, j'imagine, Sonny, il y a quand même une question qui se pose. Quand on est africain, Africains, nous sommes des afro-descendants, c'est-à-dire descendants de l'Afrique, mais quand on est africain, quand on arrive en Guadeloupe, on entend le goka. Comment on réagit, je veux dire, affectivement, musicalement? En fait, c'est extraordinaire. Ce qui s'est passé avec moi, c'est qu'en fait, j'ai découvert personnellement le goka à la fac. J'étais en DUC de musicologie à Paris, à l'époque. J'ai cru que c'était une musique ouest-africaine. Je connaissais de la Guadeloupe juste le zouk. Enfin, ce que je connaissais, c'était le zouk et la biguine. Et la biguine, un peu le maduka, mais pas. Donc, j'avais pas de connaissance réelle des musiques de la Guadeloupe, dont j'ai découvert par le biais d'un ami guadeloupéen à la fac. C'était genre une sorte d'épiphanie pour moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette musique-là qui me parle, mais en même temps qui est différente de ce que je connais, quoi. Et ce qui est curieux, c'est que travailler dessus, c'était quelque chose de proche et de lointain en même temps. C'est assez complexe pour moi, qui suis camerounais, d'écouter une musique qui me parle, mais en même temps qui est unique à cette île, à ce pays. J'étais un peu, pas perdu, mais je me suis posé des questions. Et ce qui est bizarre, en plus, ça m'a fait repenser aux musiques même de chez moi, repenser à ces musiques-là, comment l'organisation de l'espace sonore est constituée. Donc voilà, ça m'a donné des envies d'explorer encore plus. Mais j'étais comme un enfant qui découvrait quelque chose d'assez sophistiqué, je ne comprenais pas. On entend un son quand même qui n'est pas étranger. Qui n'est pas étranger, mais qui est différent. Qui est différent, voilà. Et c'est ça qui est complexe dans l'affaire. C'est-à-dire qu'en fait, et aussi ce qui est aussi, c'était difficile pour moi parce qu'il fallait que je mette de la distance, étant musicien déjà, et qui a une carrière assez chargée quand même, et donc, et de me retrouver sur un terrain de recherche qui ne m'est pas forcément familier, mais où je dois aller voir les collègues musiciens, entre guillemets, et je dois faire un travail d'ethnographe, aller comprendre ça. On me dit, ah ouais, tu comprends pas ça? Je dis, oui, je comprends pas, je sais pas comment vous faites ça. Oublier tout ce que j'avais comme connaissance, en fait. Rentrer dans le moule et vraiment étudier auprès de ces personnes qui portent, en l'occurrence, ces porteurs de tradition, qui connaissent vraiment cette musique et qui... parce qu'elle est née ici, c'est une musique guadeloupéenne, donc quand vous débarquez dans cette musique-là, il faut vraiment avoir beaucoup d'humilité pour rentrer là, parce que sinon vous êtes perdu. C'est compliqué, c'est complexe plutôt. C'est complexe. Non, c'est une musique complexe. Très complexe. Avec 7 rythmes et même 8 rythmes, ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits. Très sophistiqué au niveau de... Je me suis attardé beaucoup plus sur la voix, parce qu'en fait, mon directeur de thèse à l'époque, quand je faisais mon doctorat, m'a dit à la Sorbonne que pourquoi vous allez regarder juste les tambours, tous ces ensembles? Concentrez-vous sur la voix. Sur la voix, oui. Alors, sur la voix, c'était... c'est encore autre chose. Autre chose, extraordinaire. Il y avait... j'ai fait des analyses de la voix parlée et de la voix chantée pour voir les limites qu'il y a, le lien qui existe entre la pratique chantée et la pratique parlée, le parler. Et ce qui est fascinant aussi, je découvrais dans le créole, la langue créole, qui est une langue... Alors ça aussi, c'est autre chose, c'est-à-dire qu'il y a la musique et puis il y a la langue. Il y a la langue. Parce qu'il n'y a pas de goka sans créole. On ne peut pas chanter faire du goka en français. En anglais, ni dans ma langue, ça ne marchera pas. Donc ce ne sera pas du goka, ce sera autre chose. Et c'est ça qui était extraordinaire, avoir tous ces éléments-là qui s'imbriquent et qui forment vraiment ce que j'appelle l'ossature d'une musique, l'âme de la musique, parce que c'est toute une histoire. D'où la grosse partie historique sur laquelle je me suis... Qui était nécessaire de savoir un peu comment... Parce qu'il faut le rappeler, on appelait ça bamboula au départ. Bamboula, voilà. À l'époque du père là-bas, tout ça, c'est bamboula. Et c'est une musique qui était interdite, qui a été interdite. Alors, la question se pose souvent, comment cette musique a pu quand même traverser toute cette époque esclavagiste et arriver jusqu'ici, alors que c'est une musique... Parce que quand on voit, par exemple, Trinidad, il y a du steel band. Aux États-Unis, il y a du jazz. Et nous, on a réussi à garder
quelque chose qui était basique, j'ai envie de dire, et puis qui a été travaillé, qui est devenu ce que c'est aujourd'hui, avec plusieurs courants, Goka moderne, Goka traditionnel, etc. etc. Ouais. Alors, on revient un petit peu sur l'éloquence. Alors, les gens, bon, ça ressemble au mot français, éloquence. Éloquence. Alors, comment vous définissez? J'ai vu dans le livre, mais comment vous définissez l'éloquence? Alors, je ne vais pas donner une définition définitive, enfin, Oui. mais je vais essayer d'être compact, enfin, d'être concis. Entre éloquence et création spontanée. Création spontanée. Donc, c'est un ensemble d'éléments. J'ai convoqué la philo, les sciences cognitives, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'éléments. Et surtout, dans l'éloquence, il y a plusieurs éléments. C'est-à-dire qu'il y a la notion même de sentiment, déjà, qui est importante. Cette notion-là est importante. Il y a la notion de bien dire ce qu'on dit. Si ça vient de locar et parler, de bien parler. Pourquoi parler bien? Pourquoi parler bien? Voilà, le sens de la reprise, la puissance vocale, l'art de raconter, être un rhéteur aussi, comment maîtriser la rhétorique. La maîtrise de la langue créole, qui est essentielle. La maîtrise de la langue créole, avec ses bonnes inflexions. Pour pouvoir entrer dans la sonorité. Dans la sonorité. Oui, parce qu'en fait, le chanteur qui a de l'éloquence, mais il n'est pas différent du tambour, en fait. Hein. Il n'est pas différent du tambour, alors, moi, je me suis posé la question, puisque je ne suis pas musicien, mais est-ce que c'est la voix qui influe le tambour ou c'est le tambour qui influe la voix? Moi, j'ai une réflexion que je fais souvent, parce qu'on me dit souvent, ah ben tu joues ta voix comme un instrument. J'ai dit non, l'homme a existé avant le tambour. Oui, bien sûr. Donc, il a inventé le tambour, créé le tambour en fonction de ce qu'il entendait. Donc il dit, ah j'entends, il va jouer de telle manière, il va accorder d'une certaine manière par rapport à l'oreille. Donc c'est par rapport à l'oreille, Par rapport à l'oreille et par rapport à... Donc c'est la voix qui finalement... Qui est vraiment le maître. Oui. Alors l'autre aspect, j'ai eu l'occasion de dire ça une fois en Jamaïque. En Jamaïque, le reggae est devenu la musique des Rastas, et puis il y a une philosophie Rasta. Est-ce que le sentiment Ka aurait pu être une philosophie? Aïe. Oui. Le sentiment K aurait pu être une philosophie, comme d'ailleurs, oui, dans la mesure où c'est un univers, hein? Un univers, et aussi un élément idiosyncratique de la propre. Je parle très souvent d'idiosyncrasie communautaire, propre à une culture. À cette culture, c'est donc une philosophie dans le sens où il y a une adhésion. Voilà. Parce qu'il y avait un aspect mystique dans le Goka. Hein. Oui. C'était bon, on a un peu perdu au fil des siècles, mais au départ, c'est une musique quand même qui vient, on le dit, qui vient d'Afrique, mais les afro-descendants qui jouaient cette musique avaient quand même encore le côté mystique de musique sacrée, en fait. Parce qu'en Haïti, la musique du vaudou avec le tambour est restée une musique sacrée. Et non, comme on a perdu la religion, mais c'est... Et donc, cette musique, est-ce que vous avez le sentiment que cette musique, aujourd'hui, les Guadeloupéens ont déjà pris conscience de sa valeur? Oh oui, il n'y a qu'à voir l'engouement pour cette musique là, par toute les populations guadeloupéennes, même à l'étranger. Mes amis, mon meilleur ami est guadeloupéen d'ailleurs, il est à Paris. Je l'ai connu à Grenoble à l'époque. Il avait 18 ans, on était tout jeunes. Mais je crois qu'il y a un engouement extraordinaire. La preuve, c'est qu'un jour, je me retrouve à New York, une jeune étudiante guadeloupéenne à Columbia University. Je lui dis, je travaille sur le Goka. Je lui dis, est-ce que tu aimes, tu aimes la musique de chez toi? Moi, ça ne m'intéresse pas, non. J'ai dit, moi, je travaille sur le Goka. Il dit, ah, ça, c'est de la musique, ça, oui. D'accord. Vous voyez, donc, elle vous dit, ça, c'est de la musique. Alors, une jeune fille de 20 ans, 22 ans, 25 ans, je ne sais pas, qui me dit, c'est ça la musique. Elle dit, je lui dis, pourquoi c'est ça la musique? Elle dit, parce qu'il y a une âme dans cette musique. C'est ça. Il y a une âme, c'est ça, c'est bien ça. Il y a une âme. Donc ça s'apparente à ce que vous disiez même une forme de philosophie. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas développée malheureusement, mais quand on voit un peu les anciens, parce qu'il y a un rituel aussi au jour du Goka. Ça ne se joue pas. J'ai eu l'occasion de voir des grands tambouillers dire à des jeunes, n'a pas comme ça, nous allons jouer au Goka, il ne faut pas en faire ça, etc. Il y a des codes, des codes et un rituel. Qui est respecté, qui est peut-être pas respecté par tous les jeunes, mais qui est respecté par les tambouillers, parce qu'il y avait une façon de... Un liroise, on n'entre pas entrer un liroise à mon n'importe gens. Ça, c'est important. Alors, ça veut dire que vous avez dû étudier le créole, la langue et la musique. Et la musique. Oui. Ah oui, mais ça demande une
profonde immersion dans la musique, c'est-à-dire Oui. dans cette culture, non seulement la musique en elle-même, mais la culture. Oui. Et un ami qui m'a dit un jour, je lui posais la question de savoir c'est quoi le goka. Oui. Il me dit, tu vois la fille qui marche là? C'est ça le goka. Regarde Oui. comment il marche, c'est du Tumblak. Ouais. Il dit, ah bon? Je le regarde, j'étais. En fait, il avait tout résumé en fait. Oui. C'est une manière de vivre, c'est une culture, Oui. façon de bouger son De corps, vivre, de marcher. de marcher, Ouais. de manger. Lequel dit ça souvent, il disait ça, j'ai eu une occasion de discuter avec lui, il disait que le Kaganon, Guadeloupe, Kamaché, Kamaché a dans cadence à Gokala. C'est vrai, c'est Oui. vrai, c'est très Et vrai. ça, alors il y a la danse, alors on a l'éloquence, on a sentiment, il y a la danse. Et donc, ce travail, comment il a apprécié à l'extérieur? Il est très bien apprécié d'ailleurs. Aux États-Unis, il va sortir une version en anglais. Voilà. Ah bon, ça va sortir en anglais? Il va sortir en anglais d'ici peu. Ouais. Bravo. Oui, Bravo, voilà. bravo. Et on va Bravo. prévoir aussi l'espagnol, j'espère, Ouais. quelques années plus tard. Parce que j'y tiens, parce que c'est une musique que j'aime Ouais. Parce que véritablement. les Américains, les Afro-Américains commencent à découvrir le vocal, David Murray et compagnie. Oui. J'ai eu l'occasion d'en parler une fois qu'il est venu ici avec Miles Davis aussi, qui avait découvert cette musique-là. Et alors, c'est une musique qui crée d'autres musiques, en fait. Oui. Qui a créé, permis au zouk d'être ce qu'il est aujourd'hui. Même dans le rythme de la biguine, on sent quand même l'influence vocale. Donc, c'est un patrimoine important. Vous avez vu ça? Vous avez senti Oui, ça? c'est un patrimoine très important. Parce que c'est la musique mère, en fait, de la Guadeloupe, pour moi, qui, enfin, pour ce qui est de cette population précise afrodescendante, c'est la musique qui est née ici, en tout cas, et qui est à l'origine de toutes les autres formes musicales, en quelque sorte. Et c'est extraordinaire, parce que elle est toujours présente, quoi. Et elle est répandue dans le monde maintenant. On a joué, d'ailleurs, il y a Rosan Monza qui est venu jouer aux États-Unis, à New York. Nous étions ses invités, Jacques Schwarzbart et moi, et Eric Pédurand, dont on a joué. Les Américains étaient fascinés par cette musique, ils ne reconnaissaient pas. Et la voix de Rosan, extraordinaire. C'était fabuleux. Ce week-end, j'ai vu Arnaud Dolmen. Oui, je l'ai vu d'ailleurs. À l'archipel. Extraordinaire. Et il disait, il a fait sortir un album, enfin 2 albums, et il disait que on peut aujourd'hui, on arrive à jouer du goka sans les instruments. Alors, pourquoi je dis ça? C'est pour revenir à l'éloquence. À l'éloquence. À l'éloquence, parce qu'en fait, ces tambours-là, nous, quand jouer avec voix, nous. C'est vrai. C'est extraordinaire. On a tout à portée de main, et puis il suffit juste de se jeter à l'eau, et puis voilà. Donc, la culture, elle est riche, elle est dense, elle n'a qu'à être exportée un peu partout. Oui. Et donc, je voulais poser la question, parce que je vous pose la question parce qu'il y a des gens qui nous regardent qui ne savent pas. L'éloquence et Goka, comment ça se marie? Comment ça se marie? L'un sort avant l'autre? Quand vous avez fait votre recherche, j'ai vu que vous dites que l'éloquence, c'est dans la pratique du Goka, en fait. Oui, c'est une esthétique qui est pour moi, enfin pour tout le monde d'ailleurs, essentielle au Goka, au chant au Goka en tout cas, qui n'est pas donné à tout le monde aussi. Il y a des gens qui ont le sentiment, mais ils n'ont pas l'éloquence. Par contre, on ne peut pas avoir l'éloquence sans avoir le sentiment. Sans avoir le sentiment. Donc c'est un niveau... c'est beaucoup plus, enfin, d'après mes travaux, c'est beaucoup plus ces chanteurs de VI qui ont cette éloquence, ça passe, ils improvisent à partir de rien. De rien du tout, ils partent. Et ça fait sens, il y a la notion de sens là-dedans, dans tout ce qu'ils disent. C'est pas juste des phrases en l'air, mais c'est très organisé, quoi. Et avoir cette facilité à percuter rapidement. Alors, est-ce qu'on peut, dans le bouquin vous en parlez, est-ce qu'on peut dire que l'éloquence c'est une forme d'improvisation, ou bien c'est quelque chose qui est vraiment, j'ai dire, préparé? Quand un musicien a dans l'éloquence, est-ce que c'est quelque chose qui est derrière, ou qu'il avait déjà, ou bien c'est quelque chose qui est spontané? C'est une création spontanée, en fait. Pour moi, je crois que c'est ce que j'appelle un acte poétique. C'est-à-dire que c'est une création qui est en mouvement, qui est en pleine mutation, qui est toujours, on dit en anglais, in motion, qui est en train qui se décline, en tout cas. Oui, l'éloquence, c'est une manifestation de création spontanée. De création spontanée. Oui, et en même temps, avec un rythme quand même. Avec un rythme derrière. Parce que le début de voix donne le rythme. Oui. Ça me renvoie à une question que j'avais posée à quelqu'un au départ. J'ai dit, mais comment ils font pour savoir? C'est un Tumblak que vous allez jouer, parce que le chanteur, c'est ça. On dit, mais tout le rythme est dans la voix.
Tout le on rythme l'entend est dans la déjà. voix. Et c'est ça qui donne... et alors, ça donne la rythmique, mais ça donne aussi la danse aussi. La danse aussi, Oui. voilà. Ouais. Dès que c'est installé, c'est parti. Donc, le chanteur... Donc, j'ai vu que vous avez quand même consulté tout ce qui a été écrit pratiquement sur notre histoire. Non, mais c'est un bouquin encyclopédique. Hein. Non, mais je suis obligé de le dire, c'est vrai. Sur notre histoire, sur la musique, sur toutes les recherches qui ont été faites déjà. Vous avez tout rassemblé dans ce travail-là. Ça vous a pris combien de temps? Ça m'a pris presque 10 ans. Presque 10 ans de travail. Ouais, presque 10 ans de travail. En Ouais. fait, je vais avouer que j'ai eu la chance d'avoir Félix Cotellon, le président de Reprise, le maître Félix Cotellon, m'a confié une mission pour écrire la bibliographie commentée de la musique européenne, toute première bibliographie commentée, qui part de 1635 à 1848. Donc, j'étais obligé d'aller dans des archives un peu partout dans le monde, fouiller, lire, tout ça. J'ai lisé des pavés de 500 pages, 800 pages. Vous êtes allé à Aix? Je suis allé à Aix-en-Provence, justement, aux archives. Oui. Je suis allé à la BNF à Paris, je suis allé à New York, je suis allé... Vous savez qu'en Angleterre, on trouve des choses aussi. Partout. Aux Pays-Bas aussi. Aux Pays-Bas aussi. En Allemagne. En Allemagne, ils ont beaucoup de choses. En Allemagne, ça, je ne savais pas. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouais. Et là, finalement, donc ça m'a quand même aidé à... Ça m'a permis d'avoir... Immerger dans l'univers de la musique guadeloupéenne, tout simplement. Et puis de comprendre un peu les mécanismes qui ont été mis en branle, en tout cas pour que cette musique naisse, la douleur autour de cette musique, le phénomène de créolisation, tous ces aspects-là, de théoriser aussi comment les modes de transmission dans ces sociétés traditionnelles antillaises. Je pose la question, vous pensez un jour enseigner tout ça en Guadeloupe? Ben, si on m'engage, je viens. Oui. J'attends. Bon, en quel disposition à l'université là? Avec grand plaisir. J'aimerais bien. Il était question que je vienne d'ailleurs pour les enseignements, mais il n'y avait pas... J'ai une qualification de maître de conférence, mais il n'y a pas de poste d'ouvert, en tout cas. Il y a pas de... Ça qui est vite. Une dernière chose avant de se quitter. Quel est le message que vous avez envie de dire aux Guadeloupéens qui vous regardent à propos de notre musique, du Goka, de l'éloquence et de sentiment? Qu'est-ce que je peux dire? Vraiment, vous avez de la chance d'avoir cette musique-là. Et c'est une chance d'être aussi créatif, d'avoir ce bel héritage de ceux qui ont été à l'origine de cette musique-là et de porter ça toujours très haut, d'être fier de cette musique parce qu'elle est très belle. Et j'arrête pas de le dire, elle est très sophistiquée, très complexe et elle est surtout très très belle. Et c'est une richesse. C'est une richesse. Et moi, je dis pour moi, c'est la plus belle des richesses. Je dis pour terminer, ce livre-là, il est fondamental. Bon, bien sûr, il y a d'autres livres qui ont joué par mais ça là, au point de vue de la recherche, de ce qui est dit, tout le temps bouillé le livre-là, ça, radio de ça, David Oujani, René, tous les monde qu'on connaît. Et puis, je pense aussi qu'un Guadeloupéen doit avoir ce bouquin pour bien comprendre le sens de sa musique, son esthétique, et puis tout le travail sémiologique qui a été fait, de recherche. Et félicitations, vraiment. Merci beaucoup, et merci d'avoir fait ça pour nous, pour la Guadeloupe, et pour notre patrimoine culturel et pour notre musique nationale. Voilà, il est 13h07, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. Merci encore, Gino. Merci. Bye bye. Voilà, retour sur le plateau du ZCL. Tous nos invités sont là. Karine Baylieu et Jonathan Lacavé, bis Petita. Bonjour. Bonjour, David. Merci de revenir pour parler du dispositif MOPSI. Et aussi, Solène Balaguette, on fait avec elle le bilan du carreau, de ce qui s'est passé la semaine dernière. Merci d'être là. On revient vers l'actualité. C'était hier la plénière du conseil départemental, juste avant les vacances de Pâques. Et puis c'est une plénière qui se fait dans des conditions un petit peu plus normales qu'il y a 2 mois. Reportage Charlie Dagonia à Basse-Terre. En fait, ce budget primitif, c'est le premier budget que nous votons. Ce que nous voulons, c'est assurer le métier et que les différentes compétences puissent s'exercer. Nous aurons un budget supplémentaire que nous allons voter sans doute au mois de juin, qui va vraiment afficher la politique, notre volonté et qui va se traduire sur un plan budgétaire. Mais il était tout à fait normal que ce premier budget, ce que nous voulions, c'est maintenir les différentes compétences, les différentes actions du département qui soient préservées
et nous aurons un budget supplémentaire de pratiquement 40 millions d'euros qui va montrer cette volonté sur les éléments que nous avons annoncés dans le cadre du plan de mandature. Donc aujourd'hui, dans le plan de mandature, nous avons défini 29 priorités, ce qui correspond à 120 mesures dans les différentes compétences du département, mais aussi en lien avec la région sur, vous l'avez vu, concernant la pêche, concernant l'agriculture, concernant l'éducation. Il y a tout un ensemble de mesures phares telles que la création donc, de la maison de l'handicap. Au-delà de l'hébergement de la MDPH, c'est pour l'ensemble donc, des associations. Dès le mois de mai, je vais mettre en place un comité de pilotage pour que cette maison puisse répondre véritablement aux besoins. Dans les collèges également, nous l'avons dit, que tous les collèges soient numériques et puis développer des activités culturelles au niveau donc, des différents collèges. Pour les jeunes, des ambassadeurs de jeunes, parce qu'il y a des dispositifs existants au département et qui sont méconnus, donc il est important qu'on puisse les connaître. Et aussi travailler pour l'autonomie alimentaire, parce qu'on sait très bien qu'aucun pays n'est autonome sur un plan alimentaire, mais ce que nous disons, c'est qu'il y a un certain nombre de secteurs, de produits pour lesquels, avec la région, on va s'afficher pour que d'ici 2028, nous soyons autonomes totalement, ou tout au moins nous ayons 80% de la consommation qui soit produite sur place. Et nous l'avons dit également, le 27 juin, il y aura un congrès département-région avec les parlementaires et les maires, de manière à ce que nous puissions nous prononcer sur l'évolution institutionnelle, sur la collectivité unique, ce que nous voulons, que cela puisse être le congrès de prise de décision. Voilà, rendez-vous pris le 27 juin pour un 9e congrès départemental. On verra sur quoi ça va déboucher. Conférence à Pointe-à-Pitre sur les enclavements numériques au moment où Orange parle beaucoup de sa nouvelle Vox. Les enclavements numériques nécessaires dans une ville comme Pointe-à-Pitre, ville commerciale. Et il faut préciser quand même, je le dis chaque fois, qu'il y a encore beaucoup de zones blanches en Guadeloupe. Ces zones blanches, on pourrait mettre un point noir sur ces zones blanches. Il est 13h16. On regarde un peu ce reportage de Charlie Lagunière. La crise sanitaire a accentué le besoin de communication par le numérique, le besoin de dématérialisation, mais nous ne souhaitions pas aller vers la déshumanisation. Car s'il n'y a que la dématérialisation sans l'humanisme, eh bien, c'est la rupture, c'est l'exclusion. Et par définition, notre obsession à cette équipe municipale, c'est de ne jamais créer d'exclusion, d'impliquer l'inclusion, la participation. Donc c'est le recrutement de ce conseiller numérique, avec l'aide de l'État, nous devons le dire, est pour nous un moment très important. Donc ma feuille de route sera d'aider et d'accompagner les usagers de la ville de Pointe-à-Pitre à passer dans l'ère du numérique. Donc les aider à comprendre et les informer à comment fonctionne un site internet pour pouvoir faire leurs futures démarches en ligne. Cela va nous permettre, grâce à la présence, à la participation de ce conseiller numérique, d'aller vers les associations, d'aller vers les citoyens, d'aller vers ceux qui ont des faibles moyens et qui ne peuvent pas utiliser cet outil numérique, eh bien, de les aider à rester avec nous, parmi nous, d'accomplir leurs formalités, qu'il ce soit de retraite, qu'il ce soit des formalités à l'état civil ou ailleurs, d'être dans la société, d'être des nôtres. Donc tout cela va se passer dans des salles dédiées pour. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre en place des salles pour les usagers et on ira vers les associations pour pouvoir rencontrer des usagers qui pourraient pas se déplacer ou encore un peu éloignés. Il va falloir qu'on utilise le tissu associatif puisque ce sont les associations qui sont au plus près des citoyens et c'est vers les associations que se tournent les personnes isolées. Donc le conseiller numérique ira vers les associations, vers les clubs services, sur les marchés et partout dans les écoles, là où les citoyens manifestent le besoin d'être en connexion avec la société. Mais en fait, ça s'adresse à tout le monde parce que tout le monde devra faire leur démarche en ligne. Et en plus de cela, j'ai une formation qui me permettra d'appuyer mes connaissances et de parfaire mes connaissances pour pouvoir aider les usagers de la ville de Pointe-à-Pitre. Nous célébrons un moment de connexion parce que nous allons permettre à tout le monde de rester connecté avec la ville. On parle d'hôtel de ville. Grâce à cet outil, ça sera l'hôtel de ville, ça sera la maison commune, la maison des pointoirs. C'est ça notre objectif.
Bien, ben, ils sont connectés. Hier, c'était les abîmes avec Madame Marcin qui parlait de numérique aussi. Il y a un effort qui est fait dans cette commune, dans cette ville, les abîmes. Pointe-à-Pitre sur le geste, c'est pas une mauvaise chose. C'est connecté. Bien, eh bien, on va être connecté sur les psys, puisqu'il y a un dispositif qui a été prévu par la loi. La majorité des psychologues refusent ou boycottent ce dispositif. J'ai avec nous aujourd'hui deux psychologues qui vont parler au nom de leurs collègues d'une majorité. Karine, bonjour. Bonjour. Et il y a aussi, la semaine dernière, on a un petit peu parlé sur ça, on a un petit peu bafouillé, il faut le dire là-dessus, avec Jonathan. Donc, on va reprendre le dispositif. Alors, le contexte un petit peu expliqué. Alors, le contexte, c'était au moment du Ségur sur la santé mentale, qui a eu lieu en juillet 2021, où il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites pour pouvoir améliorer les conditions d'écoute et de prise en charge, et notamment donc, le remboursement de consultations de psychologues. Donc, suite à cette annonce, des groupes ont travaillé dessus et la loi est sortie donc, le 24 décembre et en fait, c'est prévu dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Voilà, l'article 79. Et donc, ce dispositif est mis en œuvre depuis le 4 avril. En fait, c'est M. Véran au Ségur de la Santé qui avait annoncé ça. Mais alors, pourquoi les psychologues ne sont pas d'accord, ils boycottent? Déjà, Jonathan. on va expliquer comment on fait pour entrer dans ce dispositif. Oui. Donc, c'est le médecin qui doit faire cette évaluation et le patient, il doit avoir soit un trouble anxieux, donc un trouble anxieux qui est léger et non pas intense. Quelle est la différence entre léger et intense? Ça, on laisse le flou. Peut-être que on va demander au médecin de faire des tests. Anxieux, trouble dépressif, pareil. Il faut qu'il soit léger, non pas intense. Ou sinon, encore, il faut qu'il y ait un dysfonctionnement alimentaire, mais qui ne sera pas un trouble alimentaire, clairement. D'accord. Il faut aussi qu'il y ait un mésusage des drogues. On entend bien mésusage et non pas dépendance. Par exemple, Quelle est la différence entre le mésusage de l'alcool et la dépendance? Alors, c'est eux qui le comprennent, nous on ne le comprend pas, clairement. Donc, je prends l'exemple, quelqu'un qui consomme du crack, il peut aller voir le psychologue et rembourser de sa consultation en psychologie uniquement s'il ne sait pas que le crack est une drogue, uniquement S'il ne sait pas. Il n'est pas dépendant. Oui. Il ne faut pas qu'il soit dépendant, en tout cas. S'il est dépendant, il ne peut pas être remboursé. Voilà. D'accord. C'est comme ça, c'est la loi. Alors, comment ça se fait Donc, comme le laisse entendre Jonathan, c'est d'abord une première visite chez son médecin traitant ou un autre médecin qui évalue, qui évalue quelque chose qui ne lui correspond pas tout à fait. Et il y a ensuite 8 séances. Donc, une séance d'évaluation par le psychologue. Donc, le médecin, il faut savoir qu'il va adresser... Alors, le médecin prescrit, en fait. Alors, normalement, les psychologues, justement, se refusaient à cette prescription. Oui. Alors, on a des collègues qui se sont battus pour que ce soit... au départ, on ne voulait pas du tout de prescription, qu'il y ait un accès direct. Ça n'a pas été possible, ça n'a pas été du tout entendu. Donc, ils ont accepté que ce soit un adressage. Oui. Donc, l'adressage, ça veut dire que finalement, le médecin demande l'adresse comme à un confrère. Oui. Voilà. Mais bon, beaucoup de psychologues pensent néanmoins que c'est un petit peu joué sur les mots, que c'est pas quelque chose qui va être vraiment entendu. Mais voilà, donc après, il y a une séance d'évaluation pour le psychologue qui peut du coup se dire ben non, moi finalement, j'évalue pas ça de la même manière. Je pense qu'il vaut mieux l'orienter ailleurs, le patient, ou qu'il n'y a pas besoin. Bon, je ne sais pas si ça va arriver fréquemment. Oui. Alors, il y a une question qui va se poser, c'est la question du prix quand même, de la consultation. Oui, parce que donc c'est 8 séances en tout. Oui. La séance d'évaluation, qui est donc à 40 €. Oui. Et 7 séances ensuite à 30 € pour le psychologue. Oui. Donc, sachant que les psychologues ont leur charge derrière, parce que ce sont pas c'est pas un salaire qu'il va toucher, c'est une fonction libérale. Vous avez un cabinet. Voilà. Donc c'est 2 fois moins en effet que qu'actuellement. On le reverra après. Alors la durée n'est pas il n'y a pas d'obligation de durée. C'est le psychologue qui définit la durée. Voilà. Alors, mais voilà, on va le voir après. Les motifs du mécontentement, c'est important aussi de le dire. On parlait déjà du prix, on a commencé à aborder la question du prix et voilà bien un sujet qui fâche.
qui Oui. explique Ah, mais notre j'imagine, mécontentement. La séance en psychologie, c'est minimum 60 €. Alors, À Paris, c'est 110. 2 fois moins, vous quoi, en voyez. fait. Exactement. Minimum 2 fois moins. Pareil, ça sera aussi 30 €, quelle que soit la région en France. À Paris, ça sera aussi 30 €. Mais alors, je pose quand même la question. 30 €. Il faudrait recevoir combien de patients par jour pour arriver à la jauge normale? Ouais. Juste, c'est faux de dire que les psychologues n'ont qu'à travailler plus pour gagner autant. Oui. C'est complètement faux parce qu'on est déjà débordé, on est déjà saturé. J'ai beaucoup de confrères, de consoeurs qui ne reçoivent plus de nouveaux patients. Donc, on sera juste Un amputé patient de la moyen, moitié de notre salaire. On doit c'est se- combien de minutes à peu près? C'est plutôt En moyenne, 3 quarts en d'heure, moyenne. 1 heure. Généralement, c'est 3 1 quarts d'heure, 1 heure, parce qu'il faut prendre le temps Oui. de pouvoir De accompagner, discuter, parler, de pouvoir échanger. discuter. Oui. Alors que là, finalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir faire du Oui, travail à la du temps. chaîne. Oui. On réduit le temps. On va réduire le temps, Oui. faire une demi-heure, parce que si en 1 heure, vous recevez un patient qui vous paye 60 €, bah, éventuellement, ce qui est possible de faire, c'est de recevoir 2 patients en 1 heure pour Oui. gagner la même chose. Oui. Mais là, vous imaginez bien que l'état d'épuisement... Oui, le Et- résultat ne sera pas le même. Ah bah oui, et puis l'état d'épuisement du psychologue qui va devoir écouter, au lieu d'écouter 6 patients dans la journée, il en écoute 12 qui défilent. Je ne suis pas persuadée que les patients vont se sentir vraiment écoutés et entendus, oui, ça c'est sûr. On Ça, va c'est arriver à la sûr. conclusion tout à l'heure, savoir qu'est-ce que vous allez faire, mais à qui ça s'adresse, ce nouveau dispositif? Alors, justement, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être exclues de ce dispositif. On a l'image 2 qui nous le montre, là, qui fait un les petit critères schéma d'exclusion. avec les critères d'exclusion ou l'image bleue. Et finalement, toutes les personnes qui prennent des psychotropes, alors, c'était pas ça, ouais. L'autre image bleue, Oui. avec voilà. Voilà, l'image, cette image. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de critères d'exclusion. Hein, donc, pas de prise de psychotropes. Sinon, il faut l'avis du psychiatre. Ouais. Si c'est léger, si ça fait pas longtemps, le psychiatre enlève les psychotropes et là, vous pouvez venir dans le dispositif. Mais on peut pas avoir les deux. Précisons ce qu'un psychotrope. Donc, Alors, anxiolytique, antidépresseur, somnifère. Oui. Si vous prenez l'une de ces 3 catégories, vous ne pouvez pas entrer dans le dispositif. Là, on oublie encore que la France est première consommatrice de psychotropes Oui, en Europe. En plus, Voilà. en plus, oui. Tout ce qui devient chronique, hein, Ouais. c'est-à-dire que vous perdez un être cher, vous avez envie de soutien, vous êtes dans une phase de deuil, on peut pas, c'est une phase normale à traverser, mais vous êtes en difficulté, même si la difficulté s'accentue à un moment donné et que vous avez besoin d'être un peu plus aidé ou si elle dure dans le temps, eh bien vous êtes amené à sortir du dispositif. Alors, normalement, les 7 séances, c'est pour 1 an. C'est-à-dire qu'au bout d'1 an, vous pouvez retourner voir votre médecin traitant, qui va faire le bilan avec le psychologue. Et si vous faites toujours partie des critères d'inclusion, vous pouvez avoir à nouveau 7 séances pour l'année suivante de prescrite. Mais on voit bien que c'est compliqué parce que l'être humain est un être dynamique. C'est-à-dire que les choses fluctuent. Notre état de santé, il n'est pas linéaire. C'est pas je vais pas bien à une certaine dose, puis je vais mieux, et puis ça s'arrête là. On peut aller moins bien à un moment donné. C'est pas pour autant que le psychologue en libéral va être moins bien qualifié pour nous accompagner. Surtout qu'il peut aussi se mettre en lien avec d'autres professionnels si jamais à un moment donné on a besoin d'un soutien auprès d'un psychiatre ou d'être hospitalisé. C'est pas incompatible. Pour les enfants, le dispositif est le même? Oui, c'est le même principe. Alors pareil, les critères d'exclusion existent. Hein. Il y a aussi pour les enfants, alors c'est au-delà de 3 ans. C'est-à-dire que les enfants de moins de 3 ans ne rentrent pas dans le dispositif. Et puis pareil, ça va être pour des troubles légers, des peurs. Mais s'il y a un diagnostic qui pourrait être psychiatrique, comme une phobie par exemple, eh bien là, ça ne fait plus partie du dispositif. Alors, il y a, je sais pas, ce que vous appelez le PEC, le PEC. Expliquez un peu. C'est la prise en charge, Ah, oui. c'est Quel un- type de prise en charge? Oui, c'est ça. Donc, dans ce dispositif, Oui. on est limité. Il ne faut pas qu'on fasse de thérapie, il faut qu'on fasse une prise en charge. En tout cas, dans ce dispositif de remboursement, un accompagnement. Dans cette loi qui a été votée, il nous est demandé de faire un accompagnement, une prise en charge, et non pas une thérapie. J'ai envie de dire,
de qui se Quelle est la mettons, différence? Justement, il faut bien expliquer ça. qui décide de qu'est-ce que je vais faire avec Ouais. mon patient. S'il En vient tant me que- voir, en tant que en tant que psychologue. moi, professionnel, je Oui. sais, je suis le Il y a seul à prise en même charge de des thérapies déterminer. sur- oui, Je suis le seul à même de déterminer ce que je vais faire avec mon patient dans mon cabinet. oui. Donc, il décide que je dois faire une prise en charge Et, en pleine thérapie. Alors, ce qu'il faut retenir, qui est important, c'est qu'en fait, on donne aux médecins la possibilité d'orienter un petit peu le type de soins que vous allez, en fait, de rapport que vous aurez avec C'est vos la loi. patients. C'est la loi. Nous Et- n'avons pas de oui, docteur et le thérapie. médecin, moi je connais des médecins qui estiment que lorsque vous allez voir un psychologue, vous ressortez avec plus de problèmes qu'avant d'y être entré. Donc ils ne vont pas forcément Oui, c'est évaluer, aller eux. dans le même sens, quoi. Oui. Voilà, parce qu'ils ne connaissent pas forcément non plus ce que c'est. Que l'accompagnement. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir pour des questions existentielles, pour avoir envie d'apprendre à mieux se connaître, pour avoir, ou alors parfois ils ont des angoisses, ils savent pas pourquoi, et le médecin ne va pas forcément repérer. Parce que même le patient lui-même ne sait pas pourquoi. Et c'est vraiment dans l'échange et le travail. Il faut quand même prendre le temps. Oui. Le temps, la première séance, généralement, en effet, elle dure 1 heure parce qu'on prend le temps. Et puis nous, on est un petit peu aguerris et on est un petit peu aguerris au fait que notre esprit a tendance à cacher les motifs au fin fond de notre inconscient. Et des fois, derrière des symptômes physiques, se cachent finalement des souffrances émotionnelles. Tout à fait. Alors, ça signifie en gros aussi que le psychologue perd de son autonomie. Tout à fait. Oui. Il devient dépendant du pronostic antécédent du médecin, quoi, en fait, c'est ça? Oui. C'est lui qui va en décider. effet, il y a de ça, et c'est un des motifs qui fait que les psychologues sont très frileux avec ça et s'y opposent, parce qu'on a en plus de ça une pluralité de façon d'aborder la psyché, en fonction aussi de comment la personne qui vient nous voir fonctionne. On ne fonctionne pas tous de la même manière, on n'a pas tous des mêmes logiques, on n'a pas tous la même façon de fonctionner sur le plan émotionnel. Et du coup, les psychologues vont adapter leur méthode. Et puis, il y en a qui ont des orientations très différentes. Ça va des neurosciences à la psychanalyse, en passant par des méthodes systémiques. Ça peut paraître un peu du jargon. C'est pour vous faire comprendre qu'on a une pluralité de méthodes et que ce genre de dispositif a tendance à vouloir nous faire rentrer tous dans un même type de fonctionnement, un travail à la chaîne, encore une fois, et c'est bien dommageable. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement, Karine? Oui, je pense qu'il y a vraiment moyen de pouvoir faire autrement. Bien sûr qu'il y a la nécessité de pouvoir élargir l'accès aux psychologues. Déjà, la première chose, c'est une question de budget. Il faut quand même savoir qu'au final, seulement 0,5% de la population ne pourra être incluse dans le dispositif, mais que 50 millions d'euros vont être dépensés par an pour ce dispositif. Et avec cet argent, on peut payer 140 psychologues dans la fonction publique, en CMP, notamment en CAMS, pendant 10 ans. Voilà, donc on déshabille Paul pour habiller Jacques, parce que ça fait longtemps que les psychologues demandent à ce que le secteur public, qui fonctionnait très bien pour prendre en charge vraiment beaucoup de personnes, et soit renforcé. Et ce qui n'enlève pas le pain de la bouche non plus aux collègues en libéral. En tout cas, il y a un équilibre qui existe. Et c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de psychologues, puisqu'il y a moins de place dans les établissements. Et du coup, se mettent à leur compte. Mais c'est pas tout à fait le même type de travail. Et certains le font, mais pas vraiment par choix, mais parce qu'il n'y a plus les embauches dans les institutions comme avant. Et puis, il faut quand même insister sur un fait, c'est que l'approche d'un médecin de la santé mentale n'est pas la même qu'un psychologue ou qu'un psychiatre. Tout à quand fait. même. Donc, vous n'avez pas fait les mêmes études. Voilà, et même même entre un psychiatre et un psychologue, c'est déjà très différent, parce qu'ils ont une vision médicale centrée autour de la maladie mentale, là où le psychologue, lui, est formé aux sciences humaines. On ne donne pas de médicaments, et nous, on est formé aux sciences humaines et à la manière dont le développement psychologique se met en place, et puis le lien entre l'environnement, la sphère émotionnelle, les questions existentielles, les choix de vie, les normes, les interdits, comment tout ça se joue et peut parfois créer de l'angoisse, du burn-out, etc.
Oui. Alors, concrètement, je vous pose la question, si on va conclure là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors, très simple. J'avais adressé un message très simple aux patients, aux personnes qui pourraient être amenées à aller voir un psychologue ou même aux collègues, aux médecins, aux autres professionnels de santé. Parce que j'en ai déjà, depuis une semaine, 2 semaines, on me demande « Ah tiens, est-ce que vous êtes remboursé? Est-ce que vous êtes conventionné ?» Message très simple. Faites comme si ce dispositif n'existe pas, clairement. Parce que c'est rentré, sinon c'est rentré dans le jeu qui nous est tendu, cette manipulation. Pourquoi manipulation? Parce que là, on s'appuie sur un besoin existentiel, un besoin social qui est la demande, le besoin d'avoir accès aux soins psychiques, aux soins psychologiques. Et c'est utiliser ce besoin pour faire passer quoi? Une image, une bonne image, pour redorer l'image des politiciens, du gouvernement. Voilà. Donc, faisons comme si ce dispositif n'existe pas, et il y a déjà des choses en place. Il y a les CMP, il y a les mutuelles qui remboursent déjà les soins psychologiques, et ça, c'est un remboursement de 60 € par séance. Donc, c'est quelque chose qui prend en compte le réel et le fonctionnement déjà ordinaire des psychologues. Et on fonctionne de cette façon, tout simplement. Dernier mot, Karine, peut-être? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute manière, très peu de psychologues peuvent participer. Il faut s'inscrire, il faut passer une sorte de candidature. Ce n'est pas tous les psychologues qui peuvent rentrer dans le dispositif. Donc, beaucoup n'y ont pas été. Mais le gouvernement, au tout début, avait parlé de 3000 psychologues pour le national. Et finalement, dernièrement, a parlé de 1000 psychologues. Voilà, Vous êtes combien en Guadeloupe? En Guadeloupe, nous sommes au moins 200 psychologues. C'est suffisant ou insuffisant? Je ne sais pas si c'est bien réparti. Après ça, voilà. C'est la question. C'est la question. Je pense qu'il y a toujours des structures où il manque des postes de psychologues. Voilà. Et je dis souvent ici, vous avez encore d'autres concurrents qu'on appelle les coachs. Oui, après, c'est pas le même boulot. Je sais, mais il y a une confusion. Oui, parfois il y a une confusion. Ça sera une prochaine thématique. Oui. En tout cas, nous, ce qu'on remarque, comme le dit bien Jonathan, c'est qu'il y a une course au profit. Oui. On veut tout mettre dans la course au profit. Toutes les fonctions publiques y passent. Et donc là, maintenant, c'est le tour des psychologues. Et nous, ça impacte notre éthique et notre déontologie. Donc, ce n'est pas seulement parce qu'on va gagner moins qu'on se bat, c'est aussi parce qu'on ne peut pas faire notre travail dans le respect de notre déontologie. Je pose la question, c'est une question politique. Dans tous les politiciens, les 12 politiciens qui se présentaient aux présidentielles françaises, il y en a un qui a parlé de cette question? Pas pour les présidentielles. Alors, on a été quand même soutenu par des sénateurs, il faut bien le dire, parce que les psychologues ont fait des tentatives. Pendant que ces projets de loi existaient, il y a eu beaucoup de courriers qui sont partis aux députés et aux sénateurs. On a des députés, des sénateurs qui sont intervenus au Parlement, au Sénat, en notre faveur, mais à chaque fois, ils ont reçu... Ils n'ont pas été entendus, et la réponse des ministres était sans équivoque. Ils n'allaient pas changer... leur ligne de conduite. Après le 24, on en reparlera. Voilà. Merci en tout cas d'être venu cette clarification qui était nécessaire pour les Guadeloupéens, d'autant plus qu'on sort d'une pandémie. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problématiques aujourd'hui psychologiques, qui ont besoin d'accompagnement. Et ce dispositif-là n'arrange pas les choses. Voilà. Merci encore. On vous reverra, Karine, bientôt. 13h37, on prend la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure pour rejoindre Madame Balaguette, avec elle on va faire le bilan du carreau. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. On va recevoir dans un instant Solène Balaguette. Rebonjour. Merci d'être avec nous. Elle est responsable du carreau, on va dire ce que c'est le centre d'arbitrage régional OADAC. Voilà, OADAC, on va expliquer tout ça tout à l'heure. Mais on revient à l'actualité. L'actualité, c'est cette grève de la Poste qui dure depuis déjà 3 mois, depuis le mois de décembre déjà. Et dans le Nord Grand-Terre, on le sait, les postiers ont décidé de bouder, de ne pas assurer le transport ni la distribution du courrier. Résultat des courses, les gens de Port-Louis, de Petit Canal, d'Anse-Bertrand sont privés de courrier depuis 3 mois. Les allocations familiales, les cadeaux, enfin bref, rien n'arrive. Et cette grève, elle perdure parce qu'il n'y a pas encore d'entente entre la direction de la Poste et les grévistes. Alors, il y a un début de négociation, puisque samedi, j'ai entendu un gréviste dans une manifestation dire qu'il y avait un début de rencontre avec la direction de la Poste. Est-ce que
ça peut aboutir à la fin du conflit. Réponse avec cette interview faite sur place, Michel Depape. On regarde. Ben, Jodla a fait près de 4 mois nous mobiliser sur le site de Petit Canal et du Nord-Ganter. Tous les postiers en grève, 17 sur 18. Nous comptons projet que la Poste met en place, ça veut dire la réorganisation sur ces 3 sites. C'est une réorganisation pour supprimer des 3 tournées et nous ne pas d'accord avec eux. Donc c'est en ce sens que depuis le 14 décembre, nous faisons des débrayage. Nous avons rencontré plusieurs fois avec direction à la Poste. Depuis le 21 décembre, normalement, nous devons tourner en accord ce que les responsables refusent de signer. Et depuis ce jour-là, ça a été toujours rencontré nous. Nous avons aussi signé une assignation en justice avec eux. Chaque fois, nous avons dit nous faisons attendre les décisions de justice. Décision de justice a été pour tomber le 9. Juste à l'aller pour tomber. Nous avons demandé qu'à des doigts ça aussi. Ça, c'est pas un souci. Mais entre-temps, il a négocié avec nous. Il a négocié près de 5 fois avec nous. Et c'est en ce sens qu'aujourd'hui, là aussi, là, nous encore en négociation avec eux pour voir si nous sommes en situation là. Ça. Donc, les négociations ont débuté, mais on ne sait pas encore exactement ce que ça va donner. 13h42, jeudi, on reçoit Solène Balaguet, qui était venue la semaine dernière nous annoncer les journées du carreau. C'est un organisme on va dire de médiation qui aide aussi à résoudre les conflits qui peuvent se poser dans notre région, dans la Caraïbe, avec les pays voisins. Alors, ces journées, Solène, merci d'être là. Ces journées ont donné quoi ? Alors, merci de nous avoir réinvités, voilà, qu'on puisse discuter du bilan de ces premières journées carreau. Ça a donné quoi ? Ça a donné beaucoup de mixité au niveau des personnes qui sont venues, c'est-à-dire qu'on a eu des gens de plusieurs horizons, des chefs d'entreprise, des porteurs de projets à l'international, mais aussi des collectivités territoriales qui sont venus, des chefs de cabinet, on a eu des juristes, et des avocats. Aussi. Voilà, c'est ça, des juristes et des avocats qui sont venus assister à ces journées d'information et de formation et à découvrir un peu plus ce qu'on fait. Et aussi nous échanger avec nous leur expérience et comment ça se passe dans la région aussi et hors de la région s'ils veulent aller à l'international. Donc c'était positif. Oui. Et donc ça va déboucher sur quoi ? Parce que en fait, Caro, c'est la première journée, est en train de mettre en place ses services. Comment on fait appel aux services du carreau ? Alors, les services ont été lancés depuis septembre de l'année dernière. Alors, effectivement, vous pouvez les retrouver en ligne en fonction de vos besoins. Ils sont différents. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a tenu à familiariser les gens, à savoir comment remplir ce qu'on appelle par exemple une requête de médiation, comment on remplit, pour nous saisir, comment on peut faire pour saisir le centre carreau. Et c'est vrai qu'il y a des procédures qui sont différentes, mais c'est toujours la même, c'est-à-dire exposer un peu le litige, identifier les parties, donc s'identifier soi-même, aussi identifier l'autre partie pour que nous on puisse rentrer en contact avec cette partie et lui soumettre la proposition, si c'est de l'arbitrage, si c'est de la médiation, si c'est de l'expertise aussi, puisqu'on le fait, ou de la médiation de projet qu'on appelle aussi de la facilitation. Donc dans ce kit, c'est vrai, et en ligne, il y a la possibilité de savoir comment nous saisir, comment saisir, comment déposer une demande, comment déposer une requête de médiation, arbitrage ou expertise en fonction du besoin. Alors, je vous pose la question, je vous l'avais posée la semaine dernière, mais c'est toujours nécessaire. Ah oui. Un chef d'entreprise qui vous regarde et qui découvre, entre guillemets, le carreau, qui n'était pas à séjourné, quelles sont les propositions que vous pouvez lui faire en adhérant ou en venant au carreau? Comment les services du carreau peuvent adapter aux besoins d'un chef d'entreprise? Comme on le dit, effectivement, on a créé tous ces services pour répondre à la vie d'un projet ou d'un contrat. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, comme vous dites, un chef d'entreprise, il a un projet, je ne sais pas, de partir, je ne sais pas, au Panama, Cuba ou au Belize, il a un projet et il y a cette dimension internationale. Comment il va faire pour que son projet et son contrat soient sécurisés ? C'est à ce niveau-là que nous, on va l'aider. On va évaluer si, par exemple, il y aura des besoins d'expertise, c'est-à-dire répondre à une question ponctuelle sur un sujet précis. Par exemple,
Imaginons que c'est un chef d'entreprise en matière de traitement, je ne sais pas, de l'eau, des déchets, enfin, ou même du développement durable, puisque c'est vrai que c'est un sujet qui est très important et qui nous concerne dans la Caraïbe. Voilà, il faut qu'il sache aussi, par exemple, quelle est la législation à Sainte-Lucie, voilà, quelle est la législation à Saint-Kitts-et-Nevis, en fonction du partenaire qu'il a trouvé. Donc ça, c'est l'expertise. Après, la facilitation, c'est si, par exemple, il est dans une autre étape un peu plus avancée de son projet, il a déjà son partenaire, par exemple, dans un des territoires de la zone OADAC, il peut aussi nous contacter, voilà, et remplir ce qu'on appelle une requête de facilitation, la médiation de projet, c'est-à-dire qu'on va nous nommer Centre Caro un tiers neutre, qui va mettre ces personnes, donc votre chef d'entreprise et son partenaire, autour d'une même table. On a aussi la visio, puisque voilà, avec le Covid, tout est dématérialisé, voilà, et discuter du projet. Vous êtes des facilitateurs, en fait. Oui, alors oui, on peut dire ça, c'est la facilitation. Alors c'est plus technique, puisque la facilitation c'est plus utilisé, c'est une technique qu'on retrouve dans le droit de la construction. Donc c'est un terme quand même un peu technique, mais oui, on est des facilitateurs, on est surtout des nominateurs de tiers neutres. Voilà, on va faire en sorte que les gens puissent avoir accès à des experts dans leur domaine, voilà, mais aussi qu'ils soient capables forcément de saisir la culture juridique, les nuances, aussi les différences linguistiques. Et c'est ça, nous on nomme ce tiers neutre, c'est pour ça qu'on a sur notre logo un petit bonhomme vert, c'est comme ça que je l'appelle, qui est ce tiers neutre qui a vocation à faire en sorte que les parties puissent se comprendre, à répondre à leurs questions, mais toujours dans la neutralité, dans l'indépendance et dans l'impartialité, parce que ce sont des règlements qu'on a rédigés aussi qui garantissent ces principes. Et puis il faut dire aussi, en ce qui concerne la Caraïbe proche, qu'il y a des juridictions qui ne sont pas les mêmes que la nôtre. Ici, vous êtes capable de jouer les médiateurs, arranger, organiser de manière à ce que éviter les conflits ou résoudre les conflits, tout ça. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, on est sur à la fois l'anticipation des conflits, c'est-à-dire en faisant comprendre aux gens qu'il y a certaines clauses qu'il faut par exemple mettre, comme par exemple la clause d'arbitrage qui va désigner le centre Caro comme étant le centre qui va pouvoir administrer le litige si le conflit survient. Donc on est dans l'anticipation, éviter que voilà, une fois qu'on soit lancé, on se rende compte que dans le contrat, en cas de conflit, il était prévu que ça soit le tribunal de, je sais pas, de Port of Spain. À Trinidad et Tobago, c'est Port of Spain, le tribunal commercial de Port of Spain qui soit compétent. C'est très bien, mais si vous ne savez pas comment ça se passe, si vous n'êtes pas un peu, si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le common law, qui est le droit un peu à Trinidad et Tobago, vous ne pouvez pas arriver en vous disant c'est pas grave, on va utiliser le code civil de Trinidad et Tobago. Il n'y a peut-être pas de code civil en matière commerciale à Trinidad et Tobago. Voilà. Donc cette question d'anticipation, il faut la traiter effectivement, et cette question de résolution, il faut la traiter aussi. Et le centre Caro est habilité et justement a réfléchi à comment résoudre ces questions en ayant un réseau qui est assez important, mais aussi en réfléchissant à ces questions dans ce que j'avais évoqué la dernière fois, qui est depuis 2007 le projet OADAC, c'est-à-dire avoir rédigé des lois modèles, alors qu'ils n'ont pas force obligatoire. On n'est pas là pour imposer à nos voisins des lois, mais on est là pour... on a réfléchi ensemble. Voilà, on a réfléchi ensemble avec les 33 États de la région sur des solutions. Donc c'est droit des sociétés, droit commercial, droit international privé. On a réussi sur ces grands piliers quand même du droit des affaires. Et ces lois modèles, ils en ont connaissance, ils y ont réfléchi, certains ont adapté leurs lois et leurs droits en fonction justement de ce qui a été créé. Donc c'est toujours cette idée d'harmonisation. Ensemble, on a réfléchi à comment faire les choses plus facilement. Oui. Est-ce que le Caro est en contact avec des juristes de la Caraïbe? C'est-à-dire que si demain je suis businessman, je vais dans la Caraïbe et puis il y a un souci, alors qu'est-ce que je fais? J'appelle le Caro en Guadeloupe, le Caro va me donner l'intermédiaire d'un juriste sur place. Comment ça se passe? Alors, effectivement, on a un réseau de juristes et d'avocats qui sont aussi en fonction de leur domaine. Voilà, donc il y a le droit maritime, le droit de la construction, enfin voilà, peu importe le domaine qui vous concerne. En général, on a une liste de personnes qui sont compétentes, avec qui on travaille, avec qui on a déjà fait aussi des webinaires aussi qu'on connaît. Voilà. Et effectivement, il y a eu un gros travail
travail qui a été fait d'aller sur place aussi, voilà, de rencontrer les gens, de discuter avec eux. Donc oui, on a un réseau à Trinidad, voilà, et Tobago, à Saint Kitts et Nevis, au Duras. Voilà, on a un réseau qui fonctionne et qu'on utilise. Et effectivement, une fois que les gens viennent nous voir avec leurs besoins, on évalue s'ils ont effectivement plus besoin de l'arbitrage, de la médiation, d'expertise, de facilitation. On a une liste, en fait, juste effectivement, de ces experts neutres, que je tiens toujours à préciser, qui sont compétents forcément dans leur domaine. Si par exemple le domaine c'est l'énergie ou la télécommunication, on va essayer de trouver quelqu'un qui forcément est un expert dans ce domaine et qui saisit la dimension internationale du litige ou du projet aussi. Voilà. Une dernière question. Quelle va être la prochaine étape après ces journées? Vous avez fait la promotion, vous êtes venu ici 2 fois, les gens commencent à connaître. Qu'est-ce que vous leur proposez après? On leur propose pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer, puisqu'on sait que c'est quand même des journées, voilà, les gens travaillent, n'ont pas pu se déplacer. Voilà, on leur propose déjà de s'abonner à nos réseaux, de nous suivre, puisqu'on organise aussi beaucoup de webinaires. C'est-à-dire par exemple avec Synergie, avec Guadeloupe Tech, avec la CCI aussi. On organise beaucoup d'événements, de plus en plus en physique, et on les invite aussi à venir nous rencontrer. Voilà, l'équipe du Carreau, nous on est là de 8h30 à 17h30 pour prendre leur kit, apprendre un peu plus. Et aussi, la prochaine étape, effectivement, ça sera en mai l'organisation d'un événement un peu plus, on va dire, protocolaire et international, dans le sens où nos partenaires, comme par exemple l'OCO, la CARICAM aussi, qui est le réseau des chambres de commerce de la région Guadeloupe, mais aussi notre président, Sir Dennis Byron, qui est lui de Saint Kitts et Nevis, ont vocation à venir pour soutenir l'événement. Et ça sera plus, en fait, une rétrospective sur ce qu'on a fait depuis le lancement de nos services en septembre. Voilà, on a envie que les gens puissent venir aussi, mais il y aura sûrement un aspect pratique aussi pour que les gens puissent faire des ateliers, voilà, découvrir. Là, c'était sur les photos qu'on voit, il y avait, voilà, les gens sourient, parce que voilà, c'est juridique, mais on sourit quand même, voilà, on s'amuse quand même. L'atelier, c'était plus pratique, c'était la médiation, voilà, comprendre l'intérêt de la médiation, avec effectivement, on peut voir des gens de la communauté, enfin de collectivités territoriales qui étaient là aussi. Il y avait des juristes aussi et des avocats. Et effectivement, voilà, organiser toujours ces ateliers pour qu'on fasse aussi la pratique. Il n'y a pas que la théorie, il y a la pratique. Bien, Solène Balaguette, merci d'être venue. Merci à vous. 13h52. On a d'abord notre chronique habituelle, tous les mardis. Je dépose ça là avec notre amie Noémie. On regarde et puis on reviendra sur l'actualité si on a le temps tout de suite. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler de cyberharcèlement. C'est pour moi l'un des nouveaux mots qui touche notre société moderne avec l'avènement des nouvelles technologies. Le cyberharcèlement, c'est tout simplement du harcèlement perpétré par un individu ou un groupe d'individus au moyen de formes de communication électronique, telles que les réseaux sociaux, les messageries instantanées comme WhatsApp, Messenger, les courriers électroniques. Le harcèlement, lui, est la répétition de propos ou de comportements ayant pour but ou pour effet la dégradation des conditions de vie de la victime. Autrement dit, même si votre intention première n'était pas d'aboutir à de telles conséquences, si la victime perçoit vos actes de cette manière, ça peut constituer du harcèlement. Le cyberharcèlement se manifeste sous plusieurs formes. Ça peut être des tweets ou des publications publiées sur les réseaux sociaux, des intimidations, des insultes, des moqueries sur Internet, la propagation de rumeurs ou de propos diffamatoires sur Internet, la publication d'une photo ou de vidéo compromettante pour la victime sur Internet, la création de groupes ou de sujets de discussion à propos d'une personne en particulier, etc. Le harcèlement, le plus souvent, se forme sur le rejet des différences. Ça peut être le rejet de points de vue différents, le rejet de caractéristiques physiques, mentales, culturelles. Il se manifeste par des agissements répétés, c'est-à-dire qui peuvent durer dans le temps, pouvant entraîner, pour la personne qui les subit, une dégradation de son état de santé psychique ou physique. Dans les cas les plus extrêmes, ça peut même aboutir à des syndromes anxio-dépressifs, pouvant avoir des conséquences parfois même mortelles. Ça peut également dégrader l'estime de la personne, l'empêchant ainsi d'évoluer sur un plan personnel, voire professionnel. Le cyberharcèlement est selon moi plus grave et se distingue du harcèlement classique par plusieurs facteurs. La diffusion massive et instantanée de messages, photos, vidéos sur Internet peut toucher un très large public et devenir rapidement incontrôlable. Le harcèlement qu'on subit déjà dans la vie courante, c'est-à-dire à l'école, au travail, se poursuit aussi à domicile, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec ces nouvelles technologies. Le harceleur peut aussi rester anonyme
ayant plus de facilité à exprimer sa malveillance, sans crainte finalement, à tort, d'être retrouvé ou reconnu. Les contenus diffusés sur Internet peuvent demeurer éternellement en ligne, même si le harcèlement s'est arrêté. Ça peut être vraiment très grave, surtout si les contenus sont à caractère diffamatoire ou dénigrant pour la victime. Pour les agresseurs, Internet offre un terrain de jeu complètement accessible au quotidien. Les victimes, elles, qui sont exposées constamment à cet harcèlement, vivent dans un climat d'insécurité permanent. Elles sont souvent beaucoup plus isolées et fragilisées, car on est souvent seul face à son écran et moins apte à recevoir l'aide de notre entourage. Il existe différents types de cyberviolence, mais globalement, on peut dire que ce sont quand même les jeunes qui sont les plus touchés, étant les plus proches de ces nouvelles technologies. L'âge de début d'accès à Internet se situe autour de 9 ans. Et avec les années à venir, il va être amené à diminuer. Autrement dit, c'est à nous, adultes, de protéger et d'éduquer les mineurs sur l'utilisation d'Internet. Rapidement, les enfants vont être équipés d'un outil numérique personnel, comme une tablette, un portable, voire un ordinateur. Mieux vaut éduquer qu'interdire. Un enfant qui veut aller sur Internet trouvera toujours le moyen d'y accéder, même si vous lui en interdisez l'accès. Il faut encourager les jeunes à parler des problèmes qu'ils peuvent rencontrer sur Internet, sur les réseaux sociaux, leur donner des conseils par rapport au respect de leur vie privée, de leurs données personnelles. Certains adultes ont tendance à se sentir dépassés par toutes ces nouvelles technologies, à dire que ce serait un domaine réservé aux jeunes qui, selon eux, auraient plus d'habilité et de compétences à utiliser ces outils numériques. Si c'est peut-être le cas pour la maîtrise technique de ces outils, sur Internet, les règles de bon sens, de respect des autres, de respect de soi, sont les mêmes que dans la vraie vie. Vous pouvez donc sensibiliser vos enfants à l'utilisation des réseaux sociaux sans avoir forcément à les maîtriser dans leur intégralité. En conclusion, ce qu'on dit sur les réseaux sociaux et sur Internet n'est pas à banaliser. On reste responsable de nos dires, malgré le fait qu'on soit derrière un compte anonyme. Il est totalement possible de vous retrouver à l'aide de vos adresses IP ou autres stratagèmes. Quelle que soit la chose ou l'acte ayant pu, selon vous, provoquer le harcèlement que vous faites subir à une personne, il n'est en aucun cas justifiable. Ça reste une forme de violence qui peut aussi être condamnée. Par ailleurs, le fait qu'une personne soit plus exposée sur Internet, je parle notamment des personnalités publiques, des influenceurs, des stars, ne vous donne pas plus de légitimité ou de droit d'exprimer votre malveillance publiquement pour ces personnes. Ça reste des êtres humains qui peuvent aussi en être affectés. Dans les années à venir, des moyens et sanctions vont être mis en place et intensifiés afin de mieux prévenir et traiter ce nouveau mal qui est pour le coup bien présent dans notre société actuelle. Voilà, le harcèlement, effectivement, ça se fait de plus en plus, malheureusement, de façon anonyme et quelquefois, on ne retrouve pas. Mais quand on veut trouver, on peut trouver, puisqu'il y a maintenant des logiciels qui peuvent permettre de fouiller dans l'ordinateur du harceleur. Un dernier point, PGE, sur ces cas d'excellence, très rapidement, puisqu'il va être 14 heures dans un instant, mais il faut quand même qu'on fasse un petit focus sur cette actualité. C'est parti, on regarde. Nous sommes aujourd'hui là pour lancer la première promotion des accélérateurs tous gagnants, un programme national que nous allons décliner donc sur le territoire de Cap Excellence, particulièrement pour les quartiers prioritaires de la ville, des trois communes. Programme national qui donc est lancé par la BPI et qui est supporté donc sur le territoire par la communauté d'agglomération Cap Excellence. Donc nous aurons deux formes d'accélérateurs, un accélérateur émergence pour les porteurs de projets avec 2 promotions de 15 personnes qui vont être accompagnées à écrire leur projet, à structurer leur projet, vont bénéficier de conseils, de coaching, mais également de mise en réseau. Et puis un accélérateur création qui, lui, est dédié donc aux chefs d'entreprise, aux TPE, qui ont moins de 2 ans d'activité. Et tous ces publics sont issus des quartiers prioritaires où vont installer leur entreprise donc, sur ces différents territoires. Une très bonne initiative, d'autant plus que Cap Excellence a pour opinion, a pour réputation d'être carré sur un certain nombre de choses. On voit que c'est une communauté d'agglomération qui est à la pointe justement de certaines réalisations. D'autant plus, il y a la BPI France qui a un droit de regard sur un certain nombre de choses et la BGE qui sont assez carrés sur les formations. Il n'y a pas de raison pour ne pas réussir.
Nous sommes donc un groupe pluridisciplinaire. Pour les accompagner, ils ont besoin justement d'un accompagnement complet, très rapproché, si vous voulez, déjà pour les formater sur le plan de la démarche même, les valoriser, les conforter, les former et faire en sorte de les accompagner surtout sur le plan des formalités administratives. Et c'est parce que justement ils font partie de ces quartiers en difficulté que nous allons avoir une attention particulière pour pouvoir réussir ce challenge qui finalement s'est bien exprimé ce matin parce qu'ils sont très motivés, c'est déjà une excellente chose. Après, il nous revient de ne pas les lâcher et de les accompagner à tous les stades de réalisation de leur projet. Voilà, et ça s'est tenu à Audacia. Voilà, il est pratiquement 14h02. On va rappeler qu'en début de journal du ZCL, on a reçu un musicologue important pour la Guadeloupe qui a fait un ouvrage qu'il faut absolument avoir. Gino Simpson, deux esthétiques musicales inhérentes à l'histoire de la musique de la guadeloupéenne. C'est Sentiment et éloquence de l'Ogoka. Il a vraiment tout exploré. Et franchement, pagnon le livre comme ça. Je vous conseille, si vous voulez connaître la musique de la Guadeloupe, l'histoire même de la musique guadeloupéenne, l'origine du Goka, fondamentale. Vous voyez l'émission, elle est sur Facebook. Je viens de recevoir cet ouvrage qui est sorti il y a quelque temps. On en parlera bientôt. Jocelyne Béouard, comment Kassab créa le zouk, on en parlera avec Jocelyne dans ces jours. Sinon, nous avons reçu comme invité aussi Karine Berdieu et Jonathan Lacavé. Avec eux, on a parlé de ce dispositif prévu par la loi depuis quelque temps qui énerve les psychologues et qui ont décidé de boycotter. On vient de terminer avec Solène Balaguette qui nous a parlé de ces 3 journées de carreau importantes aussi pour les Guadeloupéens, surtout si vous avez des affaires, du business dans la Caraïbe. Mais c'est de plus en plus important puisque les relations se développent dans cet espace. Et souvent, les juridictions ne sont pas les mêmes en Guadeloupe, à Dominique, à Sainte-Lucie ou à Trinidad. Et c'est important de se rapprocher du carreau. Il y a un numéro de téléphone, Solène? Oui, à chaque fois je l'oublie, mais c'est 0590. 0590. Ah mon Dieu, j'ai oublié le numéro de téléphone. Oui, c'est à l'intérieur du dossier. Elle va nous dire ça. Pardon. Oui. 0590 212 972. 212 972. Si vous êtes chef d'entreprise, vous voulez avoir plus d'informations sur ce centre carreau, qui est un accélérateur de projet, comme on dit, bien 0590 292 972. Sinon, on a reçu aussi, comme chaque semaine, Noémie Mille, sa chronique Jeudi Boissala. Elle a parlé du cyberharcèlement. Et ça se fait de plus en plus malheureusement. On utilise le portable pour diffuser n'importe quel type d'information. Et le pire, c'est que ça circule et que ça fait du mal. Ça laisse des traces, malheureusement. Et puis, sur l'actualité, on a parlé aussi du budget du conseil départemental. On a entendu Guy Losbar. Il a annoncé un congrès pour le 29 juin. Donc, vous voyez ça, on attend au mois de juin. La conférence sur le désenclavement numérique important pour Pointe-à-Pitre, surtout avec désormais il y a une sorte d'ambassadeur du numérique, un jeune Boutro Roussel qu'on a vu tout à l'heure et qui est au service des Guadeloupéens et surtout des Pointois qui veulent être désenclavés, puisque vous savez que maintenant tout se fait en dématérialisation de plus en plus et tout le monde n'est pas en fait de ces techniques. Et puis la grève à la poste, début très timide de négociation, mais rien pour régler. On reviendra là-dessus. Rendez-vous demain à partir de 12h30. La réalisation est assurée par notre ami Yann et était bon. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À demain.